Bonjour à vous toutes et à vous tous. Voici votre première émission du rendez-vous de la lecture pour l'année 2016. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes, qu'il y a eu des réjouissances et que dans votre bonne laine de Noël, il y avait quelques livres que vous êtes empressés de lire. En tout cas, je l'espère pour vous. La lecture, c'est quand même un super, non seulement un passe-temps, mais un enrichissement qu'on fait. Aujourd'hui, notre émission suivra le scénario habituel, information culturelle, et nous allons recevoir comme invité Marie-Hélène Sarrazin. Fait que, comme nous avons quand même un certain nombre d'informations à vous communiquer, eh bien, je vous les communique immédiatement. Musique et poésie. Musique et poésie nous revient le 3 février 2016 au sous-sol de la bibliothèque Régent-Chambre à Saint-Ignace de Loyola, à compter de 19h30. Cette soirée sera consacrée au poème de Gatien-Lapointe. Donc, si vous voulez découvrir qui était Gatien-Lapointe, vous êtes donc invité à venir nous rencontrer le 3 février à compter de 19h30 au sous-sol de la bibliothèque Régent-Chambre à Saint-Ignace de Loyola. Bien entendu, il va y avoir de la musique effectuée par M. Raymond Trempe. Fait que c'est une invitation à toutes et à tous. Un autre élément important se dessine actuellement, qui va avoir lieu. Donc, c'est les écrivains de la maison d'édition, les écrits des Forges, nous invitent à Joliette le 20 janvier à l'Albion à compter de 18h. L'Albion est situé au 408 boulevard Marceau à Joliette. On entendra des poèmes de M. Marco Geoffroy, de Mme Marie-Hélène Sarrazin, de Jean-Paul Daou, d'Alexandre Trudel, de Réal Chevrette et de Donald Allaire. Parmi ces gens-là, nous avons eu plusieurs de ces gens-là sont venus à notre émission. Donc, Marco Geoffroy, Jean-Paul Daou, Réal Chevrette et Donald Allaire. Donc, si vous voulez le revoir, mais vous êtes invité le 20 janvier à l'Albion à compter de 18h à Joliette. Autre nouvelle. Jean-Pierre Veillet, que nous avons également reçu à notre émission, est heureux de nous annoncer que le premier tome de la série Lieras est sur le point de devenir un best-seller à cause du nombre de ventes de ce livre-là. Vous savez que Lieras est une trilogie qui est vraiment fort intéressant pour les jeunes et les moins jeunes. La Symphonia de la Naudière, que je vous parle régulièrement, est heureuse d'annoncer que Mme Hélène Marcel, violoniste, vient d'enregistrer un disque de musique classique. Donc, pour les fervents de musique classique, vous avez là un CD extrêmement intéressant. Voici quelques mots au sujet de cet artiste. C'est-à-dire l'artiste, un instant, s'il vous plaît. Je vais vous le titre de ce CD-là, c'est Mon cœur est un violon, tome 2. Donc, on peut voir qu'il y a eu Mon cœur est un violon, tome 1. Hélène Marcel est présentement l'une des violonistes les plus actives sur la scène musicale au Québec et au Canada. En plus d'occuper les postes de violon solo à l'Orchestre symphonique de Sherbrooke, de la Symphonia de la Naudière, Hélène est premier violon et membre fondatrice du Quatuor Claudel Canimex, dont je vous ai parlé lors d'émissions précédentes.
Elle est lauréate du concours international de Montréal de 1987. Maintenant, c'est un concours qui est connu sous le nom de GMC. Elle a participé à de nombreux concours internationaux. Ici, elle a remporté les premiers prix des concours de l'Orchestre symphonique de Montréal, du concours virtuose de la télévision de Radio-Canada, du concours de musique du Québec et du concours de musique du Canada. Donc, on peut dire que cette dame, là, c'est une artiste accomplie, et pour tous les amateurs de musique classique, mais on peut se procurer ce CD-là. Est disponible à la librairie Martin à Joliette, au bureau de la Symphonia de la Naudière, au 450-589-5621, poste 202. Je répète, 450-589-5621, poste 202. Ou au concert de la Symphonia de la Naudière et du Quatuor Claudel Canimex. On va vous parler d'une pièce de théâtre. Une pièce de théâtre qui va se tenir, une pièce de théâtre prévue pour le 29 et le 30 avril 2016 à la polyvalente Pierre de l'Estage. La réalisatrice de cette pièce de théâtre est Mme Louise Cloutier, entourée de 9 comédiens de Berthierville et de Joliette. La pièce de théâtre s'intitule Rencontre plus. Il s'agit d'une comédie. Le nom de la troupe de théâtre, c'est Il était une fois, deux fois. Donc, il est bien, on me dit qu'elle est bien. Le coût des billets est de 10 pour le vendredi le 29 et de 12 pour samedi le 30 avril. Ils sont déjà disponibles. Les billets sont déjà disponibles à la bibliothèque de Berthierville, à Place Jeunesse. Donc, on peut rejoindre également Mme Louise Cloutier au 450-836-4682. Donc, les billets sont déjà en vente. La pièce, déjà, ils sont pendant 3 fois semaine pratiques. Et puis, la personne qui a écrit Rencontre plus, le titre de la pièce, c'est Mme Louise Dumontier. Incidemment, il est entendu avec Mme Louise Cloutier que nous allons la recevoir au mois de mars. Elle nous parlera davantage de cette pièce de théâtre. Donc, si jamais vous voulez vous assurer d'avoir une bonne place, mais vous pouvez déjà, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une activité artistique intéressante pour Berthierville. D'autant plus que la ville de Berthierville, Place Jeunesse et la bibliothèque se sont vraiment entendus pour justement présenter cette pièce de théâtre. Donc, une bonne pièce de théâtre pour le 20 et le 30 avril. Mettez ça à votre agenda. Maintenant, concours littéraire de la Naudière. Vous en avez parlé en décembre, mais là, depuis le 1er janvier, c'est officiel, ça a été lancé. Ça a été lancé. Vous avez également, si vous voulez avoir des renseignements plus adéquats, vous pouvez aller sur le site Internet du concours littéraire de la Naudière. Prenez un crayon, et puis celui-là, c'est quand même assez court comme adresse courriel. C'est http www.cllanaudière.com. Je répète, c'est www.cllanaudière.com. Ou encore, on peut s'informer
en écrivant au concours littéraire de la Naudière, 521 rang, point du jour sud, l'Assomption, Québec, J5W, 1H6. Ou encore, vous me téléphonez au 450-836-6996 ou vous m'écrivez à louismkempton@gmail.com. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce concours littéraire, je vais le résumer rapidement, à 7 volets. Le Grand Prix René Martin, un prix de 500 et des livres. Le prix Louis-Joseph Doucet, c'est un prix de poésie. Un prix de poésie. C'est un prix, le gagnant reçoit 150 $. Le prix Régent Olivier. Le prix Régent Olivier, c'est un prix de 150 $ aussi. Le prix Régent Olivier, c'est des contes. Le prix Michel de Laflamme s'adresse particulièrement aux secondaires, aux élèves de secondaire 3, 4 ou 5. Un conte inédit, 100 $. Il y a le prix aussi France numérique. Ça, il fallait quand même s'informer à l'adresse que je vous ai mentionnée tout à l'heure, là. Ils vont ça faire le plaisir de vous dire en quoi consiste le prix numérique. Encore une fois, vous pouvez faire l'adresse courriel que je vous ai donnée. Le prix de la bande dessinée, Albert Chartier. Pour les plus âgés, on se souvient des caricatures de Onésime, des bandes dessinées de Onésime dans certaines revues. Et ça, c'est le prix Albert Chartier. Donc, c'est un prix de 100 $. Et finalement, le prix Hélène Venneau, c'est le prix des photos. Donc, si vous êtes amateur ou amatrice de photos, vous aimez prendre des photos, vous restez dans la Naudière, vous prenez des photos de la Naudière. Fait que là, vous communiquez avec moi et je vous donne tous les renseignements nécessaires non seulement pour vous inscrire, mais pour envoyer vos photos. Fait que, vous voyez, en 2016, il y a pas mal d'activités. Et également, même si ce n'est pas finalisé, en 2016, il va y avoir une journée consacrée totalement à Régent Ducharme. Parce qu'en 2016, ça fait 50 ans que La Vallée des Avalées a été écrite. Donc, cette année, on tient à souligner ce cinquantenaire de la publication de La Vallée des Avalées, le premier livre publié, même si c'est la troisième œuvre de Régent Ducharme, c'est la première parution chez Gallimard en 1966. Fait que cette année, on va avoir une journée consacrée à Régent Ducharme. Et puis, il fallait regarder aussi qu'il va y avoir des installations sur le chemin de la CRB, sur le sentier de la CRB, d'artistes. Donc, ça va se faire au cours de l'été. C'est des petites choses à surveiller en 2016. Et maintenant, je pense que je vous en ai dit passablement, et je crois que je suis déjà moi-même impatient de vous présenter notre invitée, Mme Marie-Hélène Sarrazin. À tout à l'heure. Bonjour, je m'appelle Émilie Charpentier. Vous regardez CTRB TV. Bienvenue, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs. C'est maintenant le tour de recevoir notre invitée. Je vais vous présente immédiatement Mme Marie-Hélène Sarrazin. Bonjour. Bonjour. Santé. Bon, Mme Sarrazin, j'aimerais que vous puissiez nous présenter à notre public qu'est-ce qui vous a amené à l'écriture. Est-ce que vous êtes capable de nous dire, depuis votre jeunesse, depuis votre adolescence, qu'est-ce qui vous a amené à ce que vous faites aujourd'hui? Oui.
En fait, j'ai pas d'héritage littéraire dans ma famille. Par contre, quand j'étais jeune, j'écrivais des petites nouvelles, des petites histoires. Ensuite, quand j'étais au secondaire, des poèmes d'amour, comme toutes les autres adolescentes. Mais je m'en allais pas en littérature. C'est au cégep, en fait, un peu par hasard. J'étais en arts et lettres, profil art visuel, et j'ai tellement aimé mes cours de littérature, en fait, j'ai changé de voie complètement. Je peux aller en art visuel, je suis plutôt allée en littérature. Au baccalauréat, à la maîtrise. J'ai aussi écrit dans des revues, j'ai participé à des revues au cégep, aussi à l'université. Puis ensuite, je me suis lancée plus dans la création avec premier recueil, Géographie en courte pointe, ensuite Maison transatlantique. D'accord. Mais dans ces revues-là, vous parlez de revues universitaires, vous écriviez des poèmes à ce moment-là, dans ces revues-là? Oui, toujours. Surtout à l'université, à l'UQAM, j'étais dans la revue Main Blanche. J'étais chef de pupitre pour la section création. Donc, non seulement je choisissais les poèmes qui allaient être publiés. Main Blanche. Main Blanche. C'est pas la même chose. Non. Main Blanche, c'est la revue des études littéraires de l'UQAM. Donc, je choisissais les textes, mais aussi j'étais appelée à publier un poème ou une suite de poèmes à chaque publication. Donc je participais des deux côtés, finalement. Mais vous avez aimé beaucoup votre expérience? Tout à fait, tout à fait. J'avais déjà, comme je vous disais, touché à la revue au cégep. On avait monté une petite revue qui s'appelait L'Oxymore, qui est une figure de style. On faisait des lectures à l'Albion, l'Interlude à ce moment-là, qui était un bar pas très loin. Donc, c'est là que j'ai plus touché vraiment à la création. Puis, donc, je me suis lancée là-dedans par la suite. D'accord. Donc, ça vous a préparé à devenir professeur. Oui. Professeur en 2009. Exactement. Donc, depuis 2009 que vous enseignez la littérature. À quel niveau du cégep? Au niveau collégial, à tous les niveaux. En fait, je peux accueillir les étudiants qui arrivent fraîchement du secondaire, comme je peux accompagner ceux qui vont quitter bientôt le cégep. Ça dépend. Ça dépend des sessions. Ça varie toujours. D'accord. Maintenant, avant qu'on entre en ondes, on a parlé un peu de la façon dont vous avez eu un professeur qui s'est appelé Bernard Fauzier. Et puis, vous étiez son élève. Exactement. Et puis, à un moment donné, vous êtes arrivé, vous lui avez produit quelque chose. Bon, racontez-moi un peu comment ça s'est produit. Oui. En fait, Bernard Fauzier m'enseignait la poésie, en fait, au cégep. Et par la suite, je suis devenue sa collègue en enseignant moi aussi au cégep de Joliette. J'avais commencé à écrire quelque chose qui allait peut-être ressembler à un recueil de poésie. Donc, je lui ai apporté quelques poèmes, quelques pages seulement, pour avoir son avis. J'étais toute timide. J'avais peur qu'il sache pas, qu'il ait peur de me dire non, qu'il ait peur de me dire que c'était pas bon. Je voulais pas m'imposer, si je peux dire. Je voulais pas qu'il se sente mal à l'aise. Mais finalement, il m'a dit qu'il avait apprécié de continuer. Puis quand il allait avoir quelque chose de fini, de lui apporter. Puis c'est comme ça que j'ai publié mon premier recueil de poésie aux Écrits des Forges. Son premier poème, c'est Géographie en courte pointe. Fait que là, vous allez nous expliquer l'itinéraire, qu'est-ce que vous a amené à écrire Géographie en courte pointe. Expliquez-moi comment ça a été, qu'est-ce qui a produit ça, qu'est-ce qui vous a amené à produire ça? Oui, bien, l'itinéraire, c'est le bon mot parce qu'il est question beaucoup de marches, beaucoup de mouvements. Donc, c'est la même chose. Il y a aussi le mouvement dans le deuxième recueil, mais dans celui-ci, on commence à Montréal. En fait, j'ai écrit quelques poèmes qui allaient figurer dans Géographie en courte pointe quand j'étais à la maîtrise. Donc, je vivais à Montréal à l'occasion. Et donc, je marchais beaucoup. J'aimais ça me promener dans la ville, flâner. Et
Donc, j'ai écrit des poèmes sur le mouvement, sur ce que j'observais, ce que je voyais autour de moi, ce qui ressortait comme émotion de tout ça. Et ensuite, ben, enseignant au cégep de Joliette, ben, j'ai déménagé plus près de Joliette en tant que telle. Donc, il y a le déménagement aussi qui figure dans géographie en courte pointe. Donc, il y a une courte pointe de lieu, si je peux dire, ce qui fait la géographie. Une courte pointe qui va de Montréal à Saint-Paul-de-Joliette. Exactement. Me permettez-vous de lire un de vos poèmes choisis au hasard? Bien, certainement, allez-y. Tard le soir, le marque du café devient l'horizon à petite échelle dans la porcelaine. Le monde gravé, les lèvres, trace un bas-relief sur la tasse et nous échangeons ce qui nous échappe. Ou encore, on va en lire un autre. Allons-y. Au troisième, la vue est belle, les toits en mosaïque et les ruelles, le boulevard, la fissure qui te sillonne la chair, un fil rouge pour coudre les bouteilles émiettées dans la cour, ton fantôme saturé se détache du paysage. Donc déjà, vous allez nous parler, avant d'entamer le deuxième recueil, celui qui est paru en 2015, vous allez nous expliquer comment vous écrivez vos poèmes. Quelles sont les étapes? Comment vous en arrivez à produire ces poèmes-là? Oui. Bien, en les lisant, vous avez remarqué que c'est des poèmes qui sont assez courts. Donc, il y a un travail d'écriture, mais aussi beaucoup de réécriture pour épurer le poème, arriver à vraiment l'essentiel, si je peux dire. Je ne veux pas qu'il y ait de mots inutiles, quoi que ce soit. Je ne suis pas très disciplinée, ce qui fait en sorte que j'écris pas tous les jours, mais j'essaie de noter le plus possible dans un carnet. Quand j'ai quelque chose de substantiel, quelques poèmes, bien là, c'est là que je vais voir, en fait, ce que je peux faire avec ça. Voir que se dessine, finalement, un recueil, se dessine une trame. La trame est toujours importante. J'aime ça qu'il y ait une trame narrative, raconter quelque chose, même en poésie. Donc, les poèmes, j'essaie qu'ils se suivent. Pour qu'ils se suivent, je fais vraiment un travail d'organisation, de structuration. Pour géographie en courte pointe, la courte pointe s'était retrouvée sur mon mur. En fait, j'avais pris tous mes poèmes, je les avais découpés, je les avais placés sur un mur dans la maison pour arriver à les voir. Parce que j'écris premièrement dans un carnet, mais ensuite, à l'ordinateur, je vais faire le deuxième travail, si je peux dire. Mais dans un fichier Word, on ne voit pas très bien. En fait, on n'a pas une vue d'ensemble. Donc, les imprimer, les découper, puis de faire justement une courte pointe sur le mur, ça permettait vraiment de voir, de pouvoir jouer avec les poèmes aussi, les changer de place, voir qu'est-ce que ça donnait, qu'est-ce que ça créait comme effet, comment je peux travailler justement la trame narrative en jouant comme ça avec l'ordre. C'est quelque chose que je fais de mon côté, mais après ça, j'ai des lecteurs aussi qui ont un œil attentif et très, très important pour moi. J'ai deux lecteurs principaux, si je peux dire. Pas objectif, il n'y a personne qui est parfaitement objectif, mais plus objectif que les personnes très, très proches, là, le copain ou la mère, des choses comme ça. Donc, j'ai Raphaël qui est un collègue, Roxane Bouchard aussi qui est romancière, qui est une collègue également au cégep, qui lisent toujours une fois, des fois deux, mes recueils pour me donner des commentaires qui sont toujours très, très précieux. Donc, je travaille aussi avec ces personnes-là. D'accord. Mais avant d'arriver au deuxième livre, vous avez, ça c'était en 2012, hein, je rappelle aux gens, là, Géographie en courte pointe, 2012. D'accord? Et elle rapporte le troisième prix international de poésie Geneviève Amiotte l'année dernière. Le vent l'achèvera. Donc, ça, ce concours international de Geneviève Amiotte, comment vous l'avez? Est-ce que vous saviez, comment vous avez su que ça existait? Je pense que c'est grâce à Super Facebook qui nous transmet plein d'informations pêle-mêle. Donc, j'avais vu ça à cette occasion-là. C'était un appel de texte. Donc, je m'étais dit, je vais essayer, on va voir qu'est-ce que ça donne. Je me souviens plus le nombre de mots exact, mais il demandait un nombre de mots quand même assez
considérable, vu que mes poèmes sont assez courts généralement. Ouais. Je m'étais dit, je pourrais faire une suite poétique, comme ça j'arriverais au nombre de mots. Mais après ça, je senti que je trichais finalement. Donc j'ai décidé de faire quelque chose vraiment pour ce concours-là, un poème qui était plus long. Puis je suis arrivée à le faire. Donc, puis j'ai remporté le troisième prix. Ouais. Combien, comme à Radio-Canada, il y a des... Avez-vous déjà participé au concours là, de poésie à Radio-Canada? Pas encore. Pas encore? Je sais qu'il y a des demandes quand même à peu près 1500 mots, mais... Oui, c'est encore plus... il y a encore plus de mots. Je me souviens plus c'était combien pour Amiotte. Je pense que c'était quelque chose comme 300 mots, là. Ah, bon. Ouais. Puis si vous allez sur le site Internet du prix Geneviève Amiotte, vous pouvez le lire, le poème. Puis il y a aussi des extraits de ce poème-là, mais aussi des autres poèmes gagnants qui sont lus par des comédiens. Fait que c'est le fun de l'entendre de quelqu'un d'autre. De l'entendre avec quelqu'un d'autre. Donc, encore une fois, j'ai été téléspectatrice, il y a un site qui s'appelle le site du prix international Geneviève Amiotte. Et à ce moment-là, vous pouvez aller récupérer le vent, la chevrade de Mme Marie-Hélène Sarrazin. Donc, en 2015, on reviendra. Ça, je pense, c'est votre trésor le plus précieux, je pense. Oui, et le dernier. Et le dernier, et entre les deux, la même année, c'est-à-dire en 2015, elle participe à une exposition multidisciplinaire sur le thème de la banlieue à la Maison des Arts de Laval. Et c'est ce que nous avons en ce moment. Fait que ça, vous avez appris ça comment, cette étude multidisciplinaire, là, cette exposition multidisciplinaire, comment vous avez su que ça existait? Bien, de la même façon, en fait, que le concours, il n'y a pas que du mauvais sur Facebook, finalement. Non, il y a du bon. Il y a de l'information aussi pertinente. Donc, j'ai vu ça à ce moment-là et la personne qui s'occupait de la direction littéraire m'avait déjà vu à une lecture à Trois-Rivières, au festival, au Salon du livre de Trois-Rivières, où j'avais fait une lecture à un moment donné. Et donc, quand elle a vu mon projet, ben, elle savait un peu ce que je faisais déjà. Elle avait lu Géographie en courte pointe, donc elle a décidé de me prendre. Alors, j'ai construit une petite suite poétique expressément pour le projet banlieue. Le projet banlieue. Mais dans ce projet banlieue, on peut parler de la banlieue de plusieurs façons. Est-ce que c'est... quand elle a lancé ce projet-là, banlieue, c'était-tu selon une facette particulière où les gens qui participent à ça pouvaient aborder la banlieue de plusieurs angles, un genre de banlieue. Les gens de la ville qui quittent, il va y avoir une nouvelle maison, ou encore la banlieue où c'est plus reposant, à la recherche d'une découverte. Est-ce qu'il y avait un thème à ça où c'était laisser à tout le monde d'aborder la banlieue comme il l'entendait? Bien, en fait, le thème, c'était vraiment la banlieue, mais on devait résider en banlieue idéalement. Alors là, moi, je me suis demandé, est-ce que je vis vraiment en banlieue? Je vis à Saint-Paul-de-Joliette. Saint-Paul, a priori, c'est pas une banlieue en tant que telle, c'est plus un village, mais moi, dans la section où j'habite, ça ressemble vraiment à une banlieue avec toutes les maisons pareilles, alignées, en dégradé de beige et de gris, morne à souhait avec les pylônes électriques, qu'on voit d'ailleurs à la fin de Géographie en courte pointe. Donc, j'ai décidé de soumettre mon projet en me disant que Saint-Paul, ça pouvait être très bien une banlieue de Joliette, puis Joliette pouvait très bien être une banlieue de Montréal. Alors, j'ai abordé ça comme ça. Je suis partie de l'idée de l'ennui beaucoup dans la banlieue. On dit qu'il se passe rien, puis c'est pas tout à fait faux. Donc, j'ai exploré ça, essayé de voir comment on pouvait voir autrement, aller chercher quelque chose de beau, réenchanter un peu cette banlieue-là qui apparaissait maussade, triste a priori. Donc, c'est là-dessus que se base la suite. Mais vous, est-ce que vous parlez d'ennui, mais vous, là, c'est la faute de Joliette. En tant que tel, vous n'êtes pas... Il n'y a pas d'ennui pour le moment pour vous. Bien, non. Moi, en fait...
je déteste pas l'ennui. L'ennui, c'est quoi? C'est de rien faire, en fait. Puis j'aime ça rien faire aussi. J'aime ça m'asseoir puis juste laisser les choses venir. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont toujours à l'affût, essayer d'organiser leurs moindres minutes, leurs moindres heures, voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire toujours, s'organiser des activités par-dessus activités par-dessus activités. Moi, j'aime un peu l'inverse aussi, prendre du temps pour laisser les choses reposer. Ouais. C'est comme ça aussi que je vais arriver à écrire. Si je suis toujours dans le mouvement, j'aurai jamais le temps d'écrire. Justement, Il y a quelque chose de bien là-dedans. Il reste quand même à faire, il ne faut pas l'oublier non plus. Vous êtes quand même enseignante. Donc, on peut se poser la période de temps pour laquelle consacrée à l'écriture, mais c'est dans la préparation des cours, c'est dans les corrections des devoirs, c'est dans peut-être une aide spéciale que vous pouvez apporter à un étudiant. Là. Vous m'avez parlé à un moment donné que les étudiants ont de 6 à une dizaine de livres à lire par année là, pour justement là, commenter, analyser. À ce moment-là, il faut que vous, à un moment donné, vous regardiez ces analyses-là. Puis bon, donc, c'est du temps qui est grugé sur votre temps de production. Donc, vous essayez de faire un petit peu, de naviguer à travers tout ça. C'est comme un brise-glace dans l'océan Arctique, là, des fois, mais quand même, vous continuez quand même. Vous m'avez parlé tout à l'heure, vous avez toujours un calepin ou un carnet. Bon, à un moment donné, vous avez une idée, vous le notez, puis éventuellement, bien, vous laissez poser, puis à un moment donné, oups, tiens, oui, c'est vrai, j'ai vu ça. Ça vous revient comme ça. Vous m'avez parlé surtout que c'était l'été que vous produisez. Hein? Effectivement. Alors, en cours de session, pour moi, c'est très difficile d'écrire de manière continue, en tout cas, parce que, justement, on est happé par l'enseignement, par les lectures que l'étudiant fait, mais que nous aussi, on fait professeur. Donc, ça laisse peu de temps pour l'écriture, je trouve. Il y en a qui y arrivent là, très bien, mais moi, j'y arrive assez difficilement. J'écris donc dans les carnets, donc par bribes, quelque chose de court. Ça s'insère bien dans les temps qui sont plus libres, si je peux dire. Puis c'est après ça, l'été. Par exemple. Donc, l'été, les enseignants au collégial ont une longue période de congé. Alors, j'en profite pour travailler, mais sur autre chose, donc sur ma poésie. Alors, c'est là que j'ai plus de temps, que le temps se déploie pour vraiment entrer davantage dans l'écriture. Même si l'écriture se fait toujours un petit peu en arrière, là, en parallèle. D'accord, oui. Même si j'écris peu pendant les sessions, quand même, ça continue à travailler. Exactement. Puis des fois, c'est des thématiques, des choses que je voudrais aborder, que je vais noter, ou des vers comme ça. Après ça, bien, va venir se greffer le reste du poème. Mais je travaille, j'écris sans écrire aussi. Puis après ça, j'y reviens quand j'ai plus de temps. Comme vous dites, vous avez vos lecteurs aussi, une fois que vous avez fait dans la première jet, une fois que vous avez rassemblé ces idées-là, vous avez structuré une première structuration, vous soumettez ça à vos lecteurs, et vos lecteurs, bien, là, vous font part dans leurs commentaires, là, vous la retravaillez, là, vous faites l'épuration, hein, vous épurez votre texte. Hein, oui. Parce que j'ai lu, en tout cas, on en reviendra tout à l'heure, là, parce que j'ai lu avec un immense plaisir La Maison transatlantique. Bon, là, avant d'en arriver là, parce que vous allez m'expliquer un peu le cheminement qui vous a amené là, puis le déroulement de tout l'itinéraire, si on peut dire, toutes les étapes de ce livre-là. On va en parler tout à l'heure. Mais la banlieue, étant donné que vous avez participé quand même à une aventure, vous avez ici des vers. Mm-hmm. Si vous pouviez m'en lire un ou deux, s'il vous plaît. Oui. Donc, juste pour mettre en contexte un peu, ça parlait de la banlieue, puis multidisciplinaire, parce que dans l'exposition, il y avait de la peinture, il y avait de la photo, il y avait des installations vidéo. Moi, j'étais à côté d'installations de gazon. En fait, vous savez, le gazon inonde les banlieues. Jaune, pissenlit. Jamais tout à fait vert. Donc, j'avais ces talles-là de gazon à côté de moi. Et il y a question de végétation aussi là-dedans, la végétation qui reprend un peu ses droits sur le côté très morne, gris, justement, de la banlieue. Donc, je vais vous lire
un poème peut-être de la suite. Oui, oui, oui. Du dehors, on dirait un geste plat, une demeure truquée. Ici, tu ne peux pas te fier. Les jours improvisent, varient leur cours. Les limites s'effilochent. Dans le vent froid, il faut fermer les fenêtres, et encore. Demain ne viendra qu'à midi. Les horloges seront inutiles. Tu apprendras à vivre sans le temps, buriné dans l'œil. L'ennui s'installera chez toi. Tu lui offriras du thé et saura que son territoire est une tragédie habitable, une vaste plaine où retourner la terre. Ah, oui, 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 oui. Voilà. Ben, ça résume un peu pas mal, beaucoup la banlieue, ça, quand même. On essaye. Ça, c'est la banlieue. Non, mais ça, c'est vraiment... Est-ce que cette expérience-là, on parle de la Maison des Arts de Laval, est-ce qu'ils font ce genre d'exercice-là à chaque année? C'était la première fois, en tout cas. Je ne sais pas si ça va être répété. Répété. Mais ce qui est intéressant, c'est que la littérature se retrouvait dans une galerie d'exposition, Oui, oui. ce qui est quand même assez rare. Ouais. C'est un art qui est un peu en dehors d'habitude des galeries. Les poèmes en entier, les textes en entier étaient dans le catalogue, mais aussi il y avait des extraits qui étaient sur les murs. Les personnes qui ont monté l'exposition essayaient de faire coïncider les œuvres, disons, plus plastiques avec les œuvres littéraires pour voir une correspondance entre les deux. Fait que c'était super intéressant de voir le mélange, là. Fait que ça, disons que finalement, vous enseignez également aussi la poésie. Comme là, de toute façon, dont je vois ça, là, bon, vous avez un cadre, on dit maintenant, faites un poème qui vous inspire. Est-ce que vous avez déjà écrit des poèmes, disons, en regardant un tableau, en regardant une œuvre quelconque picturale, vous dites, là, ça m'inspire, je vais écrire, je ne sais pas, 6 ou 7 vers sur cet œuvre-là. Est-ce que vous avez commencé? Est-ce que vous avez déjà fait ça? Oui, j'ai déjà fait ça. C'était des exercices de création qu'on faisait, d'ailleurs, je pense que quand j'étais au cégep, aller dans le musée, s'installer comme ça, puis regarder, voir qu'est-ce qui nous accrochait plus, qu'est-ce qui nous inspirait, écrire à partir de ça. C'est intéressant aussi, écrire à partir des œuvres des autres, des idées aussi qui peuvent surgir comme ça. Ouais. Donc, c'est pour ça que quand j'ai remarqué, vous m'avez justement amené avec le gazon, tout ça. Puis avec ça, là, ça me semble qu'avec ça, ça vous a ça a amené d'autres images. Puis c'est pour ça que vous avez quand même écrit quand même un poème qui est dans votre carreau, qui était quand même un peu long. Qui est quand même un peu long. Il y en a 2, 3 là-dedans. Là. Mais il y a eu de l'épuration quand même. Oui, ça, j'en suis, ça, j'en doute pas. Ça, j'en doute pas. Maintenant, on arrive, je pense, au trésor, parce que moi, j'avais acheté votre livre là, quand vous êtes venu à l'église de l'Édifiant, faire le lancement de la dernière, on pourrait dire, de la dernière cuvée des éditions Les Écrits des Forges. Et puis, j'ai eu le plaisir de lire une fois au complet, puis 2 de vos 4 éléments, parce que ça s'appelle la Maison transatlantique. Il y a 4, on pourrait dire 4 grands chapitres. Le phare, le visiteur, la porte au milieu de la chambre et Maison transatlantique. Maintenant, ma question, le lien qui existe entre le phare, expliquez un peu, parce que moi, j'ai l'impression de vous dire au restaurant, le phare, pour moi, c'est quelque chose un peu d'isolé, qui lance des signaux, qui permet au navire de faire attention. Donc, c'est un genre de signal. Ensuite, il y a le visiteur. Donc, il y a un visiteur qui arrive dans votre phare. Là. Et puis là, il y a l'apprivoisement avec ce visiteur. Expliquez-moi un peu comment vous faites le lien. Est-ce que la façon dont j'aborde le lien correspond à ces choses-là? Le visiteur, qui à un moment donné, vous trouvez l'importance de dire, il faut que je protège
ce qui doit être protégé, parce que vous m'avez parlé quand même que le phare, c'était suite à une rupture. Bien, en fait, oui. Expliquez-moi. Comme je pense que je le disais tout à l'heure, j'essaie toujours qu'il y ait une trame narrative dans mes recueils. Donc, celle-ci, elle s'orchestre encore par rapport au mouvement, mais un mouvement plus intime peut-être que dans Géographie en courte pointe. Donc, oui, il est question d'une rupture à la base. Votre lecture, je pense qu'elle est assez juste là, quand vous parlez du phare comme quelque chose qui est comme ça, seul sur la rive, mais aussi quelque chose qui appelle l'autre. Donc, à la suite de cette rupture-là, ben, la narratrice, si je peux dire, se retrouve seule, se retrouve à faire le ménage un peu autour d'elle. Et finalement, bien, il y a ce visiteur-là qui accoste, qui vient par le fleuve. Et c'est une nouvelle rencontre, c'est un nouvel espace qui s'ouvre, mais vient cette porte dont vous parliez qui est en fait nécessaire. La porte au milieu de la chambre, c'est à la fois un point de contact avec l'autre, mais c'est en même temps une distance qui doit être prise, une distance pour vraiment se ramasser après cette rupture-là, pour se retrouver entièrement avant de redonner. Avant de s'investir dans une autre relation pour partir vers quelque chose de neuf. Donc, la narratrice, dans une maison transatlantique, va éprouver le besoin de s'en aller, de faire le voyage pour éprouver cette distance-là, pour se retrouver, se ressourcer. À travers cette distance-là, bien, il y a la maison transatlantique qui va se construire un petit peu entre les deux. Il va y avoir les poèmes qui vont tisser des liens entre les deux pour tenir quand même un contact. Et finalement, avec la maison transatlantique en tant que telle, à la fin, bien, on revient à quelque chose sur le territoire de départ, mais enfin, à ce moment-là, quelque chose peut être construit quand tout est rassemblé, finalement. C'est une réflexion, c'est une recherche de l'équilibre entre notre rapport à l'autre, puis notre sécurité, notre être nous, on va dire, entre l'équilibre entre être avec l'autre, mais aussi de rester soi-même tout en étant en rapport avec l'autre. C'est à peu près ça. Exactement. Si on veut être dans un rapport juste avec l'autre, il faut aussi être juste envers soi-même. Il faut aussi se tourner vers soi pour être capable de se retourner vers l'autre. D'accord. En tout cas, j'aimerais que vous me... Parce que moi, j'ai trouvé que... J'ai lu le livre de Mme Marie-Hélène Sarrazin une fois, puis les deux premiers, Le phare et Le visiteur, je l'ai fait 2 fois. Et quand elle dit qu'elle épure chaque mot, chaque vers, d'une très, très grande densité. Donc, ceux qui n'aiment pas lire pendant des siècles, là, ce sont des poèmes courts, mais qu'il faut lire lentement. J'allais faire un jeu de mots. C'est à déguster comme du bon thé. Y aller à petite dose, parce que c'est tellement dense. Fait que là, j'avais demandé à madame de me lire quelques poèmes, s'il vous plaît. Oui, avec plaisir. Je pensais peut-être vous en lire 3, pris à différentes étapes. D'accord. Là. Quand on retourne la terre, les fleurs torchères flambent en sillon vers le large. Je tends les algues, arquées comme des voiles. L'estuaire se déploie, plus grand que lui-même. J'allume le phare, la côte irradie. Tu entres en voleur, bout du monde sur ton dos. Des légendes vivaces sur les paumes tapissées. Ton visage se précise lentement, tire les morceaux des années lointaines. Tu arrives d'avant lui, arrière-pays chiffonné. Un atelier clandestin éclaire, 2 adolescents présagent sous la lampe. La traverse des fleuves décennies, nous ne mentions pas. Finalement. La marée s'est invitée au ménage du printemps. Bête, fantôme emporté, pourtant il reste, la peur gravée au corps. 1000 petites enclumes
accrochée au bout des ongles. La lumière se prend dans mes filets. La nuit s'enroule autour de mes yeux. En secret, je trace une porte au milieu de la chambre. Celui-là, ça nous resitue dans la porte au milieu de la chambre. Exactement. Donc, c'est ça que j'ai trouvé. Celui-là, je l'ai trouvé bon. Vous avez choisi celui-là que j'ai beaucoup, beaucoup aimé parmi tous vos poèmes. Celui-là, je l'aimais particulièrement. Bon, c'est beau, là, ça. Vous m'avez parlé, ça, que c'était... Ça a duré 2 ans, hein, pour bâtir cette chose-là. Oui, 2013-2015. c'est très lent. Parce que, en fait, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, quand j'enseigne pendant mes sessions, je suis complètement là-dedans. Donc, j'écris beaucoup moins. Alors, je suis plus par note. Alors, oui, ça prend un certain temps, mais Mais c'est pas grave. le résultat est là. Il n'y a rien qui presse. En passant, pendant que j'y pense, encore une fois, même si ça va peut-être passer, là, le 20 janvier, vous êtes à l'Albion. Il y aurait lire quelques-uns de vos poèmes. De Maison transatlantique, oui. Bon, actuellement, là, est-ce que vous avez un projet, un autre livre en préparation? Oui, j'ai un autre livre en préparation que j'ai commencé tout de suite après avoir terminé celui-là, en fait, donc en 2014. Parce que j'ai terminé celui-ci en 2014, mais ça a pris un certain temps quand même avant qu'il soit publié. Donc, depuis 2014, octobre 2014 plus précisément, ben oui, j'ai commencé à faire construire un autre recueil. Qui en est à la moitié environ. À la moitié environ. Ouais. Donc, durant l'été, vous allez accélérer, fait que peut-être qu'en 2017, on aura le plaisir de lire un autre de vos écrits. Là. Bien, je l'espère. Bon. Écoutez, là, est-ce qu'il y a un petit peu, là, j'aurais d'autres questions. Donc, au niveau de là, on va entendre, parmi vos élèves, est-ce qu'il y en a sûrement qui ont lu ça et ça? Il y en a-t-il qui ont lu ça? Oui, il y en a. Les recueils sont toujours à la bibliothèque du Cégep. Quand je fais une publication, ils l'annoncent, ils l'affichent. C'est super le fun. Est-ce qu'il y en a qui vous ont fait part de leurs commentaires, même vos élèves? Oui, certainement. J'ai particulièrement un étudiant que j'ai eu cette session-ci qui aime beaucoup la poésie. J'y ai offert à la fin de la session. Ah, bon. Parce qu'il m'en parlait. Il me disait, il me disait qu'il aimait ça, qu'il aimait ce que je faisais. On avait fait une lecture ensemble à l'Albion aussi. Je l'avais aidé à travailler ses textes. Juste avant l'apparition de Maison transatlantique, j'avais averti mes étudiants. Ils me demandaient comment ça se passait. Tu sais, ils étaient curieux du processus, voir si le lancement s'était bien passé. Donc, ils sont attendrissants là-dessus. Là. C'est vraiment, ça doit faire quand même plaisir, quand même. Tu sais, quand tu enseignes, on enseigne le français, on enseigne la poésie, puis à un moment donné, il y a comme un genre de retour là, à leur façon sur ce qu'on fait, mais ça doit être agréable. Puis peut-être, ce que je peux vous souhaiter, c'est que parmi vos élèves, il y en ait un qui décide de vous imiter. Même si vous ne travaillez pas nécessairement aux écrits d'effort, mais au moins dire, mais parmi mes élèves, présenter, supposons, M. Bernard Fonzier, voici un de mes élèves ici. Qui a quelque chose à publier. Quelque chose à publier. Ça, je vous le souhaite énormément. Écoutez, moi, tout ce que je peux vous souhaiter, c'est que j'ai hâte déjà votre prochain livre. Merci. Et puis, si vous avez d'autres initiatives. Vous, est-ce que vous avez pas de site Internet? Hein? Non, pas encore. J'ai une page Facebook, par contre. Vous avez une page Facebook. À mon nom, Marie-Hélène Sarrazin. Marie-Hélène Sarrazin, Facebook. Donc, à ce moment-là, on peut vous suivre au niveau des événements. Des événements. Oui. Bon, fait que là j'attire l'attention des téléspectatrices. Facebook, là, donc on fait Mme Marie-Hélène Sarrazin Facebook, et puis on arrive sur le Facebook de Mme Sarrazin pour être tenu au courant des dernières évolutions. Fait que là, ça m'a fait un immense plaisir de vous accueillir à mon émission. Merci. J'espère que ça a été un plaisir pour vous aussi. Tout à fait. Merci beaucoup. Au plaisir, là. Bonjour, ici Jonathan Garnier, chef propriétaire de la Guilde culinaire et animateur de l'émission Ça va chauffer. Vous regardez CTRB Télé.
rebonjour, chers téléspectatrices et chers téléspectateurs. C'est déjà la fin de notre émission. Donc, je tiens à remercier Mme Marie-Hélène Sarrazin, notre invitée, de remercier notre technicien, Michael Chevrette, de remercier CTRB de nous permettre justement la production de cette émission. Mais avant vraiment de terminer, il y a quelques personnes qui m'ont demandé l'horaire des programmes de CTRB. Mais là, on vient d'apprendre qu'en faisant CTRB TV Facebook, donc vous allez retrouver sur la page de Facebook de CTRB, et là, l'horaire des émissions apparaît. Ça, c'est pour permettre aux gens là, de voir que si vous voulez à quelle heure passe telle émission, bien, vous allez sur CTRB TV Facebook. Je vais immédiatement parler de mes invités du mois de février. Ça va être Yolande Gingras et M. Louis Trudeau. Au mois de mars, je recevrai possiblement Mme Louise Cloutier et un autre auteur. Encore une fois, je tiens à vous remercier aussi, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, de votre assiduité à cette émission. Et encore une fois, je remercie à la fois mon technicien et mon invité. Merci beaucoup.